convention d'affaires intercontinentale Afrique-Europe se tient ce mardi ici à Abidjan. Environ 300 chefs d'entreprise nationaux d'Afrique et d'Europe sont attendus. La France est représentée par son ministre du Commerce extérieur qui invite les entreprises françaises à investir en Côte d'Ivoire. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Békés, c'est dans quelques jours. Les femmes, avec le soutien de la mairie, se mobilisent pour rendre la ville de Bouaké propre et réserver un accueil chaleureux au président de la République. Le général Amadou Aya Sanogo devant la justice malienne. Il doit être interrogé sur le contre-coup d'État du 30 avril 2012 où des militaires ont été arrêtés, d'autres torturés, d'autres encore portés et disparus. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Dans l'actualité ivoirienne, la Convention d'affaires intercontinentale Afrique-Europe se tient ce mardi ici à Abidjan. Environ 300 chefs d'entreprise nationaux d'Afrique et d'Europe sont attendus à cette rencontre. La France est représentée par Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur. Arrivé hier lundi ici à Abidjan, elle a prononcé une conférence de presse à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Elle invite les entreprises françaises à investir en Côte d'Ivoire. Et je suis venue avec 29 entreprises françaises qui souhaitent se développer, contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire, qui est dans l'Afrique francophone ma priorité et qui, dans un cadre plus large, de la présence de la France dans l'Afrique subsaharienne tient une place tout à fait honorable. Nous sommes très attachés à ce que les entreprises françaises viennent ou reviennent en Côte d'Ivoire. Et pour traduire un acte de retour des entreprises françaises en Côte d'Ivoire sur la trentaine venue prendre part à la Convention d'affaires intercontinentale Afrique-Europe, deux accords de partenariat ont été signés hier lundi dans la soirée à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le premier entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre des Infrastructures économiques Patrick Achi, et trois entreprises françaises. Objectif, fournir de l'eau potable à toutes les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le deuxième accord concerne la SONATT, Société nationale de transport terrestre, une structure de l'État de Côte d'Ivoire et une entreprise française, Provtag. Ce partenariat va permettre à la SONATT de produire des permis de conduire et cartes grises infalsifiables. Comment la statistique peut-elle contribuer au développement? Comment mettre en place des données statistiques fiables pour soutenir le progrès? L'Institut national de la statistique réfléchit sur la question. Il vient d'organiser une conférence sur le 4e recensement général de la population de Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Noël Niagno. L'Afrique a ses réalités économiques et sociales et des données en rapport avec les dites réalités. Ainsi, depuis 1990, une journée est instituée tous les 18 novembre pour réfléchir sur les données statistiques pour mieux apprécier les avancées de l'Afrique. Pour le 18 novembre 2013, la réflexion porte sur des données de qualité pour soutenir le progrès en Afrique. Fait singulier en Côte d'Ivoire, la vision de l'émergence en 2020. Avec cette vision, une exigence a fait jour. Quand un pays est émergent, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la classe moyenne est nombreuse et que les revenus sont conséquents et que le progrès est garanti et est continu. Comment nous pouvons savoir tout ça si on ne peut pas mesurer tout ça? Moyen d'accompagnement de cette exigence, le 4e recensement général de la population et de l'habitat. À la différence des années précédentes, les moyens électroniques et ses spécificités sont utilisés. On ne va plus utiliser de papier. Donc on fait l'économie de 50 millions de pages en format A4 de papier. Deuxièmement, on va rendre disponible dans des délais très rapprochés les informations. 6 mois, alors qu'habituellement c'était 2 à 3 ans. Troisièmement, on va avoir des informations de meilleure qualité que les recensements passés.
2 heures de chant pour comprendre tout le processus avec comme conférencier pour le 18 novembre 2013, M. Abbas Samassi, démographe et conseiller à la Direction générale de la population au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Dans l'application du décret portant interdiction de l'importation du fer en Côte d'Ivoire, les services des douanes ivoiriennes viennent de saisir 5 conteneurs de ferraille au port d'Abidjan. Utilisant le titre de nouvelle série moderne Sassandra, ce réseau d'exportateurs a été démasqué lors d'une opération d'enregistrement. Les agents des douanes du port ont reçu une déclaration d'exportation portant sur 55 colis de bois de fromager de 20 590 kg. Très vite appréhendés, les contrebandiers ont reconnu qu'il s'agissait de ferraille et non de bois de fromager comme initialement déclaré. Les marchandises saisies ont été remises aux mains de la justice et des douanes ivoiriennes. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail hier avec le président du groupe Limax, un groupe turc. Ce groupe veut investir en Côte d'Ivoire. Il intervient notamment dans les secteurs de la construction, des infrastructures et de l'aviation. Hugues Hervé Blé. Le groupe Limax, créé en 1976, a débuté ses activités par la construction. Aujourd'hui, les activités du groupe turc couvrent plusieurs domaines, l'énergie, les infrastructures, le tourisme, la gestion des ports, des aéroports, la cimenterie. Désireux de s'implanter en Côte d'Ivoire, le groupe a présenté ses différents projets au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous avons présenté tous nos projets à Monsieur le Premier ministre. En tant qu'investisseurs turcs, nous sommes très intéressés par rapport aux atouts de la Côte d'Ivoire. Nous allons commencer par investir dans le ciment et après nous avons l'intention d'étendre les travaux par rapport à l'aéroport de San Pedro. Le groupe Limax dirige le consortium d'entreprises du BTP qui, en mai dernier, a emporté l'appel d'offres de 29 milliards de dollars US pour la construction et l'exploitation d'un des plus grands aéroports du monde à Istanbul, en Turquie. La présence en Côte d'Ivoire pour ses premiers responsables marque tout leur intérêt pour un pays à fort potentiel, pays auquel les investisseurs du monde entier sont de plus en plus nombreux à s'intéresser. 2 projets de loi ont été adoptés hier à l'Assemblée nationale. Ils ont été présentés par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi. Ces projets adoptés par la Commission des relations extérieures du Parlement ivoirien portent sur l'utilisation des cours d'eau internationaux et la création du Centre de recherche africain sur le changement climatique. Victorine Yaoyoboué. On parle de cours d'eau international lorsque celui-ci est en partage avec plusieurs pays. La Côte d'Ivoire en a 12 et elle partage 8 avec ses pays limitrophes, notamment le fleuve Volta avec le Burkina Faso. Ces cours d'eau servent à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à la construction de barrages hydroélectriques. Mais ce partage, s'il n'est pas maîtrisé, peut être source de conflits. Pour prévenir ce type de conflit, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 21 mai 1997 la Convention relative aux utilisations des cours d'eau internationaux. La Côte d'Ivoire a décidé de ratifier cette convention pour d'une part se mettre à l'abri et d'autre part tisser des partenariats avec ses voisins. La Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale vient de donner son autorisation. Elle autorise aussi le président de la République à ratifier l'accord de création du Centre ouest-africain de recherche et de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres, signé le 12 février 2012 à Lomé au Togo. Je suis heureux que l'ensemble des députés aient accepté de voter ces 2 projets de loi qui permettent à notre pays de se présenter comme un pays moderne parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Aujourd'hui, aucun pays ne peut être en autarcie. Nous devons faire en sorte de mutualiser nos moyens pour mutualiser les capitaux et faire des investissements qui puissent être le mieux rentables possible pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Pour que la Convention relative aux utilisations des cours d'eau internationaux rentre en vigueur, elle doit être ratifiée par 35 États. La Côte d'Ivoire est le 34e pays sur le point de la ratifier.
Comment inclure la notion de développement durable dans la politique de développement des États? La question préoccupe le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine, du développement durable et l'Institut de la francophonie. Une rencontre avec des experts du développement durable vient de se tenir dans la capitale économique ivoirienne, ici donc à Abidjan, pour mieux cerner la question. Chris Paten et Franck Quadio. La Côte d'Ivoire a entrepris de vastes réformes institutionnelles et juridiques pour faire siennes les préoccupations des Nations Unies relatives au développement durable. Aujourd'hui, un défi s'impose, convaincre tous les acteurs de la société autour de la même vision dans la politique d'élaboration d'une stratégie nationale. De nos jours, on entend parler du développement durable, mais j'ai vraiment pas de vision claire. Et pourtant, le concept fait aujourd'hui école auprès des nations qui entendent donner un souffle nouveau à leur économie. C'est la boussole de l'émergence de la Côte d'Ivoire parce que le développement durable circonscrit toutes les actions de façon holistique et la prise en compte de toutes les dimensions du développement. Et la grille d'analyse de développement durable mise au point par la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec est un outil de référence pour les responsables nationaux chargés du développement durable. Travailler avec un outil qui nous permet d'aborder certains de ces principes-là, de bien les comprendre, pour les évaluer en fonction de nos besoins et à partir de cette évaluation, déterminer quelles sont les actions prioritaires qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer, et là ici on va parler de stratégie ou de politique sectorielle et nationale. 4 jours donc pour concilier une économie dynamique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement dans le processus de la mise en œuvre d'un développement vraiment durable. Autre information, la Côte d'Ivoire, pays membre de l'Union internationale des télécommunications, participe à la rencontre ITU, Telecom World, du 19 au 23 novembre avec une délégation à Bangkok en Thaïlande conduite par le ministre de la Poste, des Technologies, de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Konesh. La cérémonie d'ouverture est prévue ce mardi 19 novembre en présence du ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication de Thaïlande et de la secrétaire générale de l'UIT. Autre chose à présent, le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau se tiendra en Côte d'Ivoire en février 2014. En prélude à cette rencontre, les experts de cette association sont en réunion ici à Abidjan. Ils réfléchissent sur la question de l'eau potable et de l'assainissement en Afrique. Des propositions seront faites aux gouvernants africains à l'issue de cette rencontre, nous dit Vénance Herman Niamien. 5 400 milliards de mètres cubes d'eau circulent en permanence dans la nature en Afrique. Mais cette importante quantité d'eau n'est pas équitablement répartie sur l'ensemble du territoire africain, ce qui fait que certaines zones sont abondamment servies et d'autres non. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui se tiendra ici à Abidjan en février 2014 va donc apporter des solutions à ces difficultés. Le Conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau, cheville ouvrière de l'organisation, est donc à pied d'œuvre à Abidjan pour réfléchir sur l'ensemble des problèmes d'eau et d'assainissement afin de proposer des solutions. Aujourd'hui, l'état de l'Afrique est quand même assez complexe au point de vue eau potable et assainissement. Et notre organisation a pour objectif justement de réfléchir à l'ensemble de ces problèmes et à essayer de trouver des solutions. Nous avons un programme majeur que nous mettons en exergue aujourd'hui qui est la réduction de l'eau non facturée, que nous réalisons avec des partenaires tels que l'USAID. Ce programme de eau non facturée permettra à moyen terme aux sociétés d'utiliser le maximum d'eau qu'ils ont en évitant les pertes dues au mauvais état des conduites, en évitant les pertes dues à au mauvais état par exemple des comptages et de la gestion commerciale et en évitant aussi les pertes dues au vol d'eau. Sur les 5 400 milliards de mètres cubes d'eau qui circulent en permanence en Afrique, seulement 4% sont utilisés pour l'eau potable, l'énergie et l'agriculture. Les différents participants issus de tous les pays africains entendent donc inverser cette situation afin de permettre à l'ensemble des pays africains de tirer profit de l'eau. D'où le thème de cette rencontre, mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique.
Lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a présidé hier matin l'ouverture des travaux de la réunion des partenaires de la Fondation internationale Cocoa Initiative. Et cette troisième rencontre d'Abidjan avec les partenaires a pour objectif d'éradiquer les pires formes de travail des enfants dans la cacao-culture. Jérôme Kofi, Ambolin. La lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture, responsabilité partagée, c'est autour de ce thème que s'est ouverte ce lundi 18 novembre 2013 la troisième réunion des partenaires de la Fondation ICI, entendez International Cocoa Initiative. Réunion avec pour objectif d'éliminer les pires formes de travail des enfants dans les plantations. Il s'agit pour tous les acteurs concernés d'inclure des actions en vue de l'amélioration des opportunités d'éducation des enfants à l'école et non ailleurs. Président l'ouverture des travaux, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dont le leadership en matière de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants a été salué à cette occasion, en a appelé au soutien des efforts visant à l'éradication totale de ce fléau. La durabilité de la filière cacaoyère ne peut être réalisée que si toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur s'engagent à faire de la lutte contre le travail des enfants un objectif prioritaire. C'est pourquoi, chers partenaires, je vous invite à continuer de soutenir nos efforts pour éliminer ce fléau de nos pays. C'est à ce prix que nous réussirons à offrir à tous les enfants vivant sur nos territoires un environnement protecteur pour leur assurer un bel avenir. L'un des temps forts marquant le lancement de ces travaux a été la présentation du nouveau cadre institutionnel national de lutte contre le travail des enfants en ce qui concerne les activités et les perspectives. Cadre composé du Comité national de surveillance présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et du comité interministériel présidé par le ministre d'État en charge du travail, Moussa Dessou. L'ONU célèbre aujourd'hui pour la première fois la journée mondiale des toilettes. Objectif de cette journée, inviter les populations du monde à utiliser des toilettes, surtout des toilettes propres pour garantir leur santé. Initié pour créer des richesses au profit des populations déplacées et réinstallées sur les nouveaux sites, les activités de l'aménagement de la vallée du Badama AVB sont en panne dans les départements de Sakassou et de Béoumi. Charles Tatou de RTI Boaké nous en parle. Regardez. Certains villages des départements de Sakassou et de Béoumi ont vu dans les années 70 le transfert de leur population sur de nouveaux sites. Raison de ce dégapissement, la construction du barrage de Kossou et du lac. Toutes ces populations ont été réinstallées dans la périphérie du lac. Le département de Sakassou en compte 24, dont les habitants constituent 6 regroupements de 4 à 11 villages. L'AVB a demandé que tous les autres petits villages qui sont ici se regroupent en un. Mais beaucoup n'ont pas voulu. Et le doyen Manigori, qui a fait les démarches pour qu'on soit là, il a accepté. Et Juenda a accepté, et puis Sorfa a accepté de venir s'ajouter à Sandré. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui qu'à Sandré compte 11 villages. Pareil dans le département de Béoumi, avec 11 villages transformés en 3 nouvelles localités. Le site d'Envié se regroupe à 6 villages. Nous sommes à 2 km 500 de l'ancien village. Pour mettre ces populations dans un cadre socio-économique meilleur que celui abandonné, les villages des déplacés ont été dotés de certaines commodités. Ils ont également bénéficié d'un encadrement en matière d'agriculture et de pêche. Aujourd'hui, 40 ans après, la prospérité n'est qu'un vieux souvenir dans ces localités. Des parcelles étaient aménagées par l'État même, avec des machines. Et on distribuait à la classe de population qui s'était inscrite pour le phénomène agriculture. Et ça marchait bien. Je me souviens, on faisait le riz, le maïs, l'igname, le coton. Les premiers acteurs de ces activités génératrices de revenus ont pris un coup de vieillesse. Et ceux qui leur ont succédé n'ont pu supporter le désengagement de l'État. Il faut une pinasse pour que Assanté finisse avec le problème de pauvreté et tout ça. Si on a pu rejoindre facilement
nos terres, nous pouvons travailler, nous pouvons en tout cas bénéficier de beaucoup de choses et puis oublier peut-être la bébé. La situation s'empire avec la baisse des activités de pêche et les dégâts causés par les bœufs, surtout du côté des villages de Sakassou Sud. Les anciennes terres se trouvent de l'autre côté de la rive. Chaque année, ceux qui veulent traverser par pirogue connaissent des noyades. Un autre problème non moins important trouble le sommeil des déplacés du côté de l'ouest de Sakassou. Il s'agit d'un manque d'établissements secondaires dans ce secteur composé de 2 sous-préfectures. La direction régionale de la jeunesse, des sports et loisirs de la région de Gbeke et de la région du Yambol a initié un séminaire de formation au profit des conseils régionaux et municipaux sur le programme national du mérite. Il s'agit de donner aux conseillers les outils nécessaires pour un meilleur encadrement et réinsertion des jeunes. Kwadjo Kwame, RT Boaké. Selon une étude de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP, le taux de chômage des jeunes de 14 à 24 ans est de 13,8%. Le chômage des jeunes est une réelle préoccupation pour le ministère en charge de la jeunesse. La direction régionale de la jeunesse, des sports et loisirs de Gbeke et du Yambol a donc initié un atelier de formation pour instruire les conseils régionaux et municipaux des 2 régions sur le programme national du mérite. L'objectif étant d'amener ces autorités à s'approprier le programme du mérite pour un meilleur encadrement et une insertion socio-professionnelle réussie des jeunes. La finalité de la politique du gouvernement en matière de jeunesse, c'est de faire des jeunes ivoiriens des citoyens autonomes, des citoyens responsables, des citoyens engagés, des citoyens accomplis au plan professionnel, au plan civique et social. Et cela ne peut pas se faire si ces jeunes ne passent pas par le programme du mérite de la jeunesse. Le programme du mérite de la mairie de Port-Boué est un bel exemple d'insertion des jeunes. Le secrétaire général Ndri Yao Ludovic a partagé l'expérience de la municipalité avec l'assistance. Plusieurs autorités ont été distinguées pour leur engagement en faveur de la jeunesse, de même que le comité local du mérite a été installé. Créé en 1956, le mérite de la jeunesse est une initiative du duc d'Édimbourg en Angleterre en vue d'assurer pleinement l'existence des jeunes dans le tissu socio-économique. Le programme national du mérite a été adopté en 1990 en Côte d'Ivoire. Le Bureau national d'études techniques et de développement BNET en charge de nombreux travaux de réhabilitation dans la région de Gbeke. C'est pour se rendre compte de l'avancement des différents chantiers que le directeur général du BNET est sur le terrain. Et à quelques jours de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, le directeur général du BNET rassure que tout sera fin prêt. Soro Corona, Charles Tatou. La préfecture de région, la résidence du chef de l'État, celle du préfet, l'aéroport, l'université Alassane Ouattara et la voirie connaissent des travaux de réhabilitation. Le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, dont la structure effectue les opérations, vient de faire une visite de ces chantiers. Objectif, se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux inscrits dans le cadre de la visite du chef de l'État. À propos de la préfecture de région devant abriter le Conseil des ministres, le premier responsable du BNET a voulu être rassurant. Le bâtiment sera prêt non seulement pour accueillir le Conseil des ministres, les bureaux du président de la République seront prêts et les bureaux des autorités seront également prêts. Mon inquiétude, c'est au niveau des infrastructures parce que la cour de la préfecture doit recevoir évidemment un certain nombre de travaux de voirie, de bitumage. Au palais présidentiel, tout est fin prêt pour accueillir le président de la République. Les derniers réglages sont passés au peigne fin. Pour les autres travaux, selon le directeur du BNET, le délai de livraison sera respecté. De façon donc générale, je crois que les chantiers avancent bien et que le jour J, l'essentiel sera achevé. Le directeur général du BNET a, au cours de cette visite de terrain, échangé avec ses collaborateurs locaux. Un seul message, celui de tout mettre en œuvre pour proposer un travail irréprochable aux populations de Bouaké. Concernant la voirie, les travaux se dérouleront pendant et après la visite du chef de l'État dans le Gbeke.
Et restons toujours à Bouaké où plus de 1000 femmes venues des différents quartiers ont pris part à l'opération Quartier Propre, une opération initiée par la mairie en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Action pour la propriété des villes de Côte d'Ivoire dans la perspective de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Bouaké. À quelques jours de la visite d'État du président de la République dans la région de Bouaké, les différentes couches socio-professionnelles s'engagent à apporter leur contribution à la réussite de l'événement. Les initiatives sont nombreuses. La mairie de Bouaké, en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Action pour la propriété des villes de Côte d'Ivoire, APVCI, mène des opérations de salubrité dans les différents quartiers de Bouaké. Le coup d'envoi de cette opération a eu lieu au rond-point de la gare routière. À l'arrivée du président, ça va faire venir beaucoup d'étrangers, beaucoup d'investisseurs à Bouaké. Donc c'est l'occasion de rendre nos rues propres pour que ces investisseurs qui viendront à Bouaké aient l'envie de rester. Plus de 1000 femmes venues des quartiers de Bouaké ont pris part à cette opération Ville propre, avec le soutien des autorités municipales et celui de l'honorable Fofana Mondeni. Ces volontaires entendent pérenniser cette action en vue de maintenir un environnement sain. L'environnement, c'est une affaire de tous. La propriété, ça doit être dans notre vie tous les jours. Il y va de nous-mêmes, notre santé d'abord. En plus de l'opération de déguerpissement, la lutte contre l'insalubrité dans les quartiers de Bouaké va donner à la commune un visage plus rayonnant. L'UDC, l'Union démocratique citoyenne de Mel Eg Théodore, ne fait plus partie de la LMP, la Ligue des mouvements pour le progrès, et du CNRD, le Congrès national de résistance pour la démocratie. Pour Mel Eg Théodore, son parti doit afficher un positionnement sans ambiguïté. L'UDC est un parti indépendant et doit le rester. Ce mardi 19 novembre, le général Amadou Aya Sanogo se présente devant la justice malienne. Il doit être interrogé sur le contre-coup d'État du 30 avril 2012 où des militaires ont été arrêtés, d'autres torturés et d'autres encore portés et disparus. Sanogo a-t-il joué un rôle dans ces opérations militaires? C'est ce que veut savoir la justice malienne. Quelques informations brèves relatives à l'actualité sur le continent et rendons-nous en Ouganda, en Égypte, en Libye, en Centrafrique où règne la violence. La colère en Centrafrique après les violences qui ont fait 4 morts ce week-end à Bangui. Hier, une manifestation pour dénoncer l'assassinat d'un haut magistrat a dégénéré. 2 civils ont été tués par des éléments de l'ex-Séléka. Le magistrat Modeste Martino Bria et son aide de camp ont été froidement abattus par des tireurs à moto dans la nuit de samedi à dimanche. Ces nouveaux incidents confirment l'insécurité qui mine ce pays depuis le renversement du président Bozizé. Situation toujours tendue en Libye 3 jours après les heurts entre miliciens qui ont fait plus de 40 morts. L'armée s'est déployée dans les rues de Tripoli. Ce déploiement intervient alors que les autorités de Misrata annoncent qu'elles vont retirer leurs milices de la capitale. Par ailleurs, le numéro 2 du renseignement libyen qui avait été enlevé à l'aéroport de Tripoli a été libéré. 27 morts, une trentaine de blessés. C'est le bilan de cette collision qui s'est produite en Égypte, près du Caire. Un bus a été pulvérisé par un train de marchandises. Le chauffeur du minibus aurait forcé le passage à niveau. La plupart des victimes revenaient d'un mariage. Elles appartenaient à une même famille. Il a 65 ans. Ce retraité britannique devait être jugé aujourd'hui en Ouganda pour trafic d'images obscènes. Mais son procès a été reporté au 4 décembre. Un tabloïd ougandais a publié des photos de lui prises au Maroc, où on le voit ayant une relation sexuelle avec un jeune Marocain. Des clichés volés sur son ordinateur. Bernard Randall a plaidé non coupable. Il risque 2 ans de prison. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.